Le temps d'une liberté, On discute du couple, et de parentalité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de cet épisode sur les dons de gamètes. Si tu n'as pas écouté la première partie, on traite des questions autour de l'histoire du don et du don d'ovocytes. Dans cette seconde partie, nous allons parler du don de spermatozoïdes et nous allons parler des personnes nées d'un don. Et puis vous retrouverez à la fin, bien sûr, les recommandations. Je vous souhaite une bonne écoute. Très bien. Et ben, je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup sur le don de sperme. Alors moi, la procédure a été beaucoup plus, rapide, vous allez voir. C'est toujours Toujours pareil. donc moi, j'ai pris rendez-vous avec le sécos, directement par téléphone et puis donc, j'ai eu un premier rendez-vous avec un biologiste, donc on a fait de l'administratif, on a fait on a défini un peu les caractéristiques, de ma physique de ma personne et puis, très rapidement ce que je faisais comme travail. On a discuté, de mes pourquoi je faisais un don aussi, ça a été une question, si j'avais des enfants, si j'étais en couple. Hem, Prise de sang, pour du coup, vérifier tout ce qui était, maladie, MST et tout ce qui pouvait se transmettre un petit peu, qui pouvait être détectable et puis un premier un premier recueil. Alors quand on fait du coup, quand on fait un don de sperme, on appelle ça un recueil, hem, qui consiste à aller dans une petite pièce un peu glauque, un peu désuet parce que, il y a pas trop de sous à l'hôpital quand même, avec un poste, une télé à Nantes sponsorisée par Marc Dorcel, la grande classe. Hem et donc du coup, on se masturbe, on fait un alors avant, si vous voulez tous les détails, on fait une petite, toilette intime, pour faire en sorte que le recueil soit le plus, «propre» entre guillemets possible. Heu, donc on fait, son petit truc et puis, une fois que c'est terminé, heu, on quitte, l'espace en fait, il y a une petite sonnette, on quitte l'espace et puis voilà. Donc ça se fait assez facilement, hein. C'est pas quelque chose de très, compliqué. Après, il peut y avoir le côté psychologique de se dire, «Oui, on est en train de se masturber, seul dans une salle, un peu, peut-être un peu glauque». Mais bon, je pense que il y a un peu de conditionnement psychologique à se faire, avant d'y aller et puis ça se passe plutôt bien. Et puis, par la suite, du coup, j'ai eu aussi, les mêmes rendez-vous, donc, avec un généticien, que toi, Julie. Sachant que moi, étant issu d'un sécos, qui était lié aussi, donc ce sécos-là est un sécos qui était, issu du sécos où, où mes parents ont reçu un don. Donc du coup, sur toute la partie, paternelle qui m'était inconnue, je leur ai, laissé la tâche de vérifier, si c'était bien, s'il y avait bien, pas de soucis génétiques. Heu, j'ai pas eu trop de réponses. On m'a dit: «Oui, oui, on va vérifier», mais j'ai aucune certitude, que ça a été fait et c'était, là où ça m'a questionné un peu plus, à terme, en fait, sur tout ça. Oui, Julie, du coup, tu voulais rebondir? Excuse-moi, je voulais juste te demander si, au niveau de la génétique, on t'avait fait ton cariotype? Parce que moi, c'est ce Heu, qu'on alors moi, a priori, on a fait mon cariotype, mais je reçois juste un document disant que, le cariotype on a est fait normal, ouais, on a fait mon cariotype, à la alors si oui, il a été fait sur la première prise de sang avec le biologiste, voilà, c'est ouais. pareil. On m'a tiré pas mal de sang, Mmh. mais en une fois donc ça a été. Ah, je pense qu'ils font du boudin. Ça a été. Mais ouais, ouais, c'est vrai que moi j'avais la particularité d'avoir une inconnue complète en fait sur, mon côté paternel. Mais c'est vrai que, je leur ai un peu fait confiance là-dessus, heu et on verra, par la suite aussi sur, pourquoi ça peut être important de connaître,
le donneur et en tout cas ses antécédents médicaux, parce que, on a toujours des doutes sur est-ce que les informations, sont bien transmises, vers les sécos et les sécos vers, les personnes issues d'un don. Hem, on m'avait proposé aussi le rendez-vous avec un psychologue, mais je l'ai pas pris parce que j'en sentais pas forcément le besoin. Et puis s'en est suivi, donc on essaye de combiner pareil les rendez-vous. Moi j'ai dû faire, donc ce jour-là où j'avais rendez-vous avec le généticien, j'ai dû faire un autre recueil et puis j'ai dû en avoir, 2 ou 3 autres de mémoire. J'ai dû en faire 4 en tout. Sachant qu'ils doivent être espacés de 15 jours, je crois, minimum et la petite, «contrainte» entre guillemets, c'est qu'on doit pas avoir de rapport, que ce soit, en couple ou solitaire, quelques jours avant de faire du coup le recueil, pour avoir une quantité, «importante» entre guillemets, ou minimale, je sais pas, de sperme, lors de ces recueils-là, quoi. Et sur le premier recueil, ils ont fait du coup un spermogramme pour vérifier que, du coup, la concentration de spermatozoïdes était assez importante pour pouvoir l'utiliser derrière, en fait. Donc voilà, et moi, il y a eu 6 mois après, j'ai eu une prise de sang aussi, qui a été faite pour contrôler si, j'avais pas eu d'évolution sur les maladies, et tout ça, avec la grosse inconnue et qui était le Covid. Parce qu'ils savaient pas l'impact en fait que ça pouvait avoir, sur les dons. Donc j'ai croisé les doigts pour ne pas avoir chopé le Covid, en mode, on va dire, en mode très discret, parce que, j'ai fait une vasectomie à l'issue de mes dons et donc du coup, si jamais, ça venait écarter, les dons que j'avais faits, c'était un peu plié pour moi, du coup de refaire des dons, la machine était «cassée» entre guillemets. Et et donc ça m'aurait un peu embêté parce que, alors moi j'ai fait, des dons, pour plusieurs raisons, dont une qui était aussi, je sais pas, que je me sentais redevable en tant que personne, issue d'un don, mais j'avais l'impression que c'était un peu, heu, comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, à ce genre de choses, quoi. Puis j'étais entouré, je me suis rendu compte qu'en m'intéressant sur le sujet, j'avais pas mal de gens que je connaissais qui étaient dans des protocoles de PMA et qu'en fait, ouais, il y avait besoin de monde, aussi pour contribuer du coup, à ces PMA-là, avec le petit côté, peut-être un peu étonnant, c'est vrai que c'est qu'on arrive dans le sécos, en fait, c'est le même lieu où ils reçoivent les personnes qui vont recevoir un don et les personnes qui donnent et donc potentiellement tu te croises, les gens se regardent, ça peut être un peu particulier parce que, quand on est dans un protocole, de PMA, ça peut être dense et ça peut être important et donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est le petit truc où, ça aurait pu être plus, mieux abordé en tout cas. Alors moi, je voulais juste rajouter, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Dans le sécos où j'étais, moi, on m'a bien spécifié que je devais pas annoncer que j'étais donneuse, jusqu'au don, et même que bon, il fallait que je le garde pour moi. Alors, après, ou pas l'annoncer sur les réseaux, voilà, parce qu'il fallait préserver, l'anonymat des receveuses. Alors après, moi, j'ai pas un réseau ultra développé, donc ça s'est, concentré sur, mon conjoint, ma famille et mes collègues proches, donc bon, voilà, ils étaient tous au courant de l'affaire. Mais c'est vrai que, les donneuses, en fait, on était, dans le alors je dis «on», mais je sais pas si on était plusieurs, mais en tout cas, on toutes les femmes, donneuses-receveuses, sont, toujours dans la même salle pour les examens. Parce que les examens les échos qu'on fait, le matin, c'est au centre de PMA et donc bon, clairement, on voit que certaines, c'est, pour
pour un protocole de PMA parce qu'on les voit en stress et que c'est assez difficile des fois de les voir sortir de la salle d'examen, et on comprend très vite que ça s'est mal passé. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça délicat à gérer d'être dans la même salle que ces femmes-là, alors que moi, j'arrivais avec le sourire, en me disant que bon, on était masqués, mais bon, ça se voit quand même. En me disant que moi, je faisais ça, voilà, j'étais contente de le faire, mais de me retrouver dans la même salle que les personnes qui sont en galère, je trouve que c'est un petit peu dur, parce qu'on peut pas les soutenir, parce qu'on peut pas leur dire ce que nous on fait. Et heu et je trouve qu'il y a un manque d'échange, en fait, entre les donneuses. J'aurais bien aimé, moi, alors même si j'ai eu le soutien, de ma famille et compagnie, j'aurais bien aimé avoir un échange avec des donneuses, qui étaient en train de donner aussi. Ne serait-ce que quand on a une injection qui se passe mal, une aiguille tordue, on est crevé, ça saoule. Pouvoir échanger avec ces personnes-là, qui disent: «Ouais, bah, effectivement, moi j'ai galéré hier, tu pas toute seule et ça va bien se passer», quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve que ça serait intéressant que les donneuses puissent se contacter. Mais je sais pas si c'est possible, en termes d'anonymat, finalement. Bah, effectivement, ça paraît compliqué. Même, moi, mon premier réflexe, c'est de penser aux réseaux sociaux. Mais du coup, il y aurait forcément un problème, qui pourrait se poser avec des familles qui pourraient rechercher à être en contact avec ces personnes-là aussi. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est difficilement envisageable. Alors, il se trouve qu'il existe de superbes associations où il y a des donneurs et des donneuses qui discutent ensemble. Non, mais par exemple, il n'y a pas que nous, hein, mais à PM Anonyme, il y a pas mal de donneurs et donneuses qui peuvent discuter de leur parcours. Mais même au-delà de ça, il y a beaucoup d'associations comme de parents, à la fois hétéros et gays et lesbiens, donc je pense à la PGL, qui du coup comporte beaucoup de donneurs et donneuses parce que souvent, quand il y a un membre du couple enfin comment dire, qui se présente, l'autre va faire un don. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a beaucoup de receveurs qui sont aussi donneurs. Et donc il y a beaucoup d'associations mine de rien où les donneurs discutent entre eux. D'accord. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que le Secos donne, au moins, le contact de ces associations-là. Tu vois, s'ils veulent pas, ce que je peux comprendre puisqu'ils ont pas le temps, parce que c'est pas forcément leur volonté, mais qui donnent au moins les contacts des assos, qu'on puisse les trouver, en fait, ces assos, ou qu'il y ait ne serait-ce qu'un flyer, un truc, parce qu'ils nous donnent tellement de documents, clairement, on aurait pu avoir juste un flyer avec le nom des assos, du coin pour pouvoir échanger. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, il y a sans doute des progrès à faire là-dessus. Après, il faut pas oublier que leur doctrine, encore une fois, ils ont développé dans les années 70, c'était qu'une fois que le donneur a fait son don, on s'en préoccupe plus, on ne le recontacte plus jamais. Donc, par rapport à la suite, après le don, à la fois pour les donneurs et les receveurs, même s'il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'accompagnement, notamment psychologique, il y a encore cette idée qui est assez forte, comme quoi après la PMA, on s'en préoccupe. Et ouais, c'est assez déroutant aussi, hein. Enfin, moi, je parle que de mon expérience. Matt, tu me diras si toi c'était pareil, mais effectivement, on n'est plus du tout recontacté par le Secos, mais même pas pour savoir si ça s'est bien passé finalement, la ponction. Parce que moi, j'ai été ponctionnée, je suis revenue en chambre, j'ai une gentille infirmière qui est venue prendre ma tension, qui m'a dit: «Beh, je vous appelle un VSL». Le VSL, enfin, le conducteur du VSL est venu me chercher dans ma chambre, et ça a été, hop, salut, au revoir, et c'est tout, en fait. Et je suis montée dans le VSL, et c'était fini. Et c'est vrai que je trouve que ça serait, juste d'appeler pour savoir si ça s'est bien passé, bon, ça serait cool, quoi. Enfin, ça serait Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas eu tu vois, ce même ressenti parce que, en fait, déjà il y a plusieurs recueils. Au final, tu fais un coucou à l'accueil, quand tu pars, grosso modo. Et puis, ouais, c'est vrai, moi j'ai eu la prise de sang, 6 mois après, où on a rééchangé un tout petit peu avec le biologiste derrière, mais, heu,
me suis moins senti, entre guillemets «abandonné», sachant que moi j'avais, le projet de loi était bien ancré, parce que quand j'ai refait ma prise de sang, on était, on devait être, mois de septembre 2021, donc on était déjà, la loi a été votée et on attendait le décret, potentiellement le décret d'application, si mes souvenirs sont bons. Donc moi j'avais déjà, moi je me projetais déjà dans, comment je vais donner mon consentement pour, faire en sorte que mon anonymat ne le soit plus forcément, quoi. Mmh. Mais du coup, toi, tu as fait tes prises de sang et tes recueils au même endroit? Ouais, au Sécos, ouais, tout était au Sécos. Oui, mais parce qu'en fait, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres centres, mais nous, si tu veux, le Sécos, il est au niveau, de l'hôpital mère-enfant, de Ouais. Limoges. Donc il est au rez-de-chaussée. Donc là, on a le biologiste et les sages-femmes. Ensuite, tu passes dans un autre service pour faire les prises de sang. Ensuite, tu montes dans les étages pour le généticien. Et pour le jour de la ponction, tu montes en gynécologie OK, où tu croises personne que tu connais finalement. Et tu redescends pas ensuite au Sécos. OK, ouais, tout est Donc en fait, t'arrives dans un service que tu connais pas du tout. T'as aucune tête connue et tu repars mmh mh. comme t'es venu, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut poser question sur l'organisation et sur l'accompagnement, en tout cas. Après, c'est pas dramatique non plus, hein, mais je pense que ça serait peut-être une bonne chose juste d'appeler et puis juste d'avoir peut-être un ressenti, tu vois, sur comment ça s'est passé, et même pour évoquer un second don, quoi. Et même sur le fait que, je sais pas, si tu étais peut-être informé sur le nombre de, ce qu'ils ont réussi à T'as pas le droit. Non, non, t'es pas tu informé pas sur le informé? nombre de. Non. OK. J'ai été très déçue d'ailleurs, parce que du coup, ils viennent en chambre pour te dire que ça s'est bien passé, mais moi j'ai demandé à avoir, enfin si je pouvais avoir le chiffre et on m'a clairement répondu que non, c'était pas possible. Le seul cas, je crois, c'est si s'il y a pas eu, il y a rien eu de ponctionné. Là, je crois qu'ils te le disent. Ouais, sur cet aspect-là, ça faisait partie des choses qu'on avait demandé, que le donneur puisse connaître le nombre de personnes issues de son don, et puis également sexe, année de naissance, pouvoir visualiser la chose. Aussi parce que ça permet de rendre ça plus concret, et donc ça peut aussi attirer pas mal de donneurs. On voit vraiment que ça donne quelque chose, et parallèlement, c'est aussi une demande des personnes conçues par don, de savoir combien ils ont de demi, quel sexe, quelle année, et s'ils sont d'accord, de permettre leur mise en contact. Euh, Ça se fait dans certains pays et c'est une demande mondiale, hein. Mais on en est encore très très loin en France, Si en je tout cas. dis pas de bêtises, en France, le nombre maximum, par don, c'est, pour un donneur, ça doit être, 10, ouais, c'est ça, un 10, hein. 10 enfants, bah, 10 personnes en tout cas, liées à Ouais. issues d'un don, alors d'un ou plusieurs dons, mais en tout cas, c'était, c'est 10 personnes maximum. Hem, oui, du coup, Timothy, tu veux, rebondir? Ouais, c'est la loi prévoit 10 enfants max par donneur, mais il n'y a pas de fichier centralisé des sécos. Ça veut dire qu'un donneur peut donner dans chacun des 30 sécos de France et personne ne va s'en apercevoir. Alors ça fait des années et des années qu'on demande ça, mais c'est pas fait et ce sera pas fait avant un certain temps, voire jamais fait. Le fait est que il peut aussi, le donneur, donner de manière artisanale grâce aux réseaux sociaux, etc. Et c'est assez connu des donneurs, par exemple, qui vont d'abord donner en sécos et qui ensuite vont sur les réseaux sociaux pour proposer leurs services en disant qu'ils sont donneurs au sécos, donc c'est une sorte de label de OK. qualité. Donc voilà, donc il faut pas généraliser, bien sûr, mais cette limite de 10 enfants, en réalité, elle est
assez aisément dépassable pour celui qui souhaite la dépasser. Moi, il m'avait posé quand même la question si j'avais pas donné ailleurs. Moi aussi, ils m'ont demandé de déclarer sur l'honneur que j'avais pas donné ailleurs. Je vois bien. Mais bon, tant que tu déclares sur l'honneur, tu peux tout déclarer, hein, clairement. Et ça indique que ça arrive bien. Maintenant qu'on a fait le tour de la question du don, on va aborder la question des personnes issues d'un don. Matt, ça te fait quoi d'être né d'un don de sperme? Eh bien, alors, pour ma part, moi, je l'ai su assez tôt et du coup, je l'ai intégré à ce que je dis souvent, c'est que je l'ai intégré dans mon logiciel. C'est-à-dire que pour moi, ça a toujours fait partie de, heu, de comment je me suis constitué. C'est que j'ai eu, heu, j'ai mes parents qui m'ont élevé et puis, j'ai une personne qui a filé un coup de main, pour que, qui a filé un peu de matériel génétique pour que j'existe. Alors c'est un peu, comme ça et ça m'a, vraiment pas tellement questionné sur, ma construction personnelle, tout ça. Pour autant, je sais que, ma sœur, il y a quelques années, on avait discuté et elle avait pas du tout saisi l'information au même moment que moi. Elle a 5 ans de différence en plus avec moi donc elle était vraiment plus petite. Quand moi je l'ai su, et je pense que voilà l'information elle l'a pas intégrée et elle l'a pas vécu de la même manière. Elle s'est, quand elle l'a «réappris» entre guillemets ou quand, elle était, plutôt dans l'adolescence et elle, ça l'a beaucoup plus, bouleversée, que moi. Hem Et ça fait quoi d'être, né, d'un don? Moi, ça a pas été un tabou, enfin, dans ma famille, donc c'est quelque chose qu'on parlait, voilà, c'était pas limité au cercle, à la cellule familiale. Je sais qu'on en a discuté avec, mes cousins, avec, voilà, c'est des choses qui faisaient partie, intégrante, de discussions. Pour autant, ça a commencé à me questionner quand j'ai voulu avoir des enfants, sur, la génétique, et sur, mon patrimoine, que je pouvais transmettre. Ça, c'est le genre, d'élément où ça m'a un peu questionné. Heu, Ça m'a pas empêché de faire des enfants et de faire un don potentiellement, mais c'est toujours une question que j'ai dans le coin de la tête et qui m'a poussé à faire aussi un test ADN. Alors des choses qui sont, heu, pas légales en France, clairement, qui sont des tests, qu'on appelle des tests, heu, ADN ludiques, qu'on pouvait faire jusqu'à peu encore, de manière assez facile, avec des plateformes américaines et puis, où en fait, on fait un test, l'ADN revient dans une base de données, on voit si ça il y a des matchs, il y a des gens qui se rapprochent et puis, en reconstituant des arbres et puis des choses, on arrive, potentiellement à retrouver, un donneur ou un spectre, quelques personnes et ça permet, d'avoir des informations. Parce qu'on a toujours des doutes sur le fait de, est-ce que les informations de santé remontent bien, 30 ans ou, pour moi, 30 ans après, quoi. Et je pense que Timothy, toi, tu vas pouvoir rebondir sur ces questions-là de, ça fait quoi d'être né d'un don? Et puis, heu, est-ce que, c'est l'impact que ça a eu sur toi? Ouais, c'est pas facile de répondre à ça parce que, je l'ai toujours su, il y a pas eu d'annonce. En fait, mes parents me l'ont dit, j'étais encore, dans le ventre de ma mère. Donc je veux dire, si tu me demandes, enfin si on me demande, qu'est-ce que ça fait d'être, conçu par don, j'ai envie de dire: «Qu'est-ce que ça fait d'être conçu sous la couette?» En fait, c'est ma normalité. J'ai toujours trouvé ça normal, en fait, surtout que, mes parents n'ont pas, édulcoré la chose. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une étape avec les choux, les roses, la graine, et tous ces trucs-là. C'était tout de suite les spermatozoïdes, les ovules, le don de gamètes. Enfin, c'était très, très précis. Et du coup, non, bah, rien de spécial. Alors peut-être que ça a été facilité par le fait que j'ai un frère jumeau. Donc je sais qu'il y a des personnes conçues par don qui ont l'impression d'être un peu, seules au monde, ils ressemblent à personne et cetera. Mais comme j'avais un frère jumeau,
En soi, j'ai pas eu ce truc-là. Par contre, c'est vrai que des questionnements petit à petit avec cet inconnu et surtout cette injustice. C'est-à-dire l'idée que avant même ma naissance, tout le monde s'est mis dans une pièce et a décidé ce qui était mieux pour moi. Alors si on a un petit côté rebelle en soi, un petit côté anarchiste, bah on a envie de tout cramer. Alors je dis pas que c'était constant, loin de là, mais de temps en temps, vous savez, je réalisais que voilà, j'avais pas que ce choix m'appartenait pas, et j'avais juste envie de dire merde. Et puis bah un jour j'ai dit merde. Alors longtemps après, hein, c'est parce que en fait j'ai fait des études de droit, poussé par un certain sentiment d'injustice, mais je savais pas trop d'où ça venait, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que ça venait que de là, hein, forcément. Et puis bah, je me suis intéressé à la bioéthique et à l'encadrement, ou plutôt non-encadrement des dons de gamètes, parce que j'ai été conçu en 91, en septembre 91, et la première loi c'est décembre 91. Donc du coup, ça me concernait pas trop. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à songer à ma propre paternité que là, je me suis dit, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble, son prénom, son nom, et puis surtout des informations médicales. Moi, l'obsession, c'était ça, euh, c'est-à-dire avoir ses antécédents médicaux et familiaux. Ça me semblait normal d'avoir ça. Et du coup, bah, j'ai fait un test ADN. J'ai cherché avec la généalogie génétique pendant 2 ans et demi. J'ai fini par le trouver, donc super sympa. On s'entend très bien. En plus, c'est un apiculteur, donc de temps en temps, j'ai des pots de miel gratuits. Franchement, c'est le top. Et puis, en fait, il m'a appris tout de suite qu'il avait une mutation génétique. Donc c'est le BRCA1. C'est une mutation qui augmente considérablement les risques de cancer, alors notamment cancer du sein, mais en fait tout, hein, pancréas, etc. Euh, Bah, tous les cancers. Finalement, c'est en fait le BRCA1, c'est un gène qui produit une protéine qui va lutter contre les cancers. Donc, si jamais tu as une mutation dessus, évidemment, ça marche moins bien comme ça. Alors, c'est surtout très grave pour les femmes. C'est à peu près 95% de chances d'avoir un ou plusieurs cancers avant 40 ans, avec des femmes qui peuvent développer assez aisément des cancers dès la vingtaine, hein. Donc c'est extrêmement rude si on le sait pas. Si on sait pas qu'on a cette mutation-là qui traîne dans la famille, évidemment, ça peut être extrêmement dangereux, voire mortel, hein, bien sûr. Bah, le fait est qu'il n'avait pas prévenu ses causes parce qu'il ignorait qu'il y avait des enfants qui étaient issus de son don. Donc on revient à la discussion de tout à l'heure. Et puis il savait pas que en tant que donneur, il pouvait demander à ce que l'information médicale soit transmise. Donc moi j'ai fait des tests et donc j'ai bien la mutation. Donc ça va permettre à mon fils du coup de se faire tester aussi s'il le désire. Et puis ce qu'on a fait, c'est que bah, je lui ai demandé de contacter le SECOS pour transmettre l'info, mais sans donner mon nom, pour voir si l'information allait me revenir. J'ai voulu tester un petit peu le truc, parce qu'évidemment on pensait à à tous nos demi, enfin à mon frère et à moi. Mon frère qui a aussi la mutation, il s'est fait tester du coup. Euh, et donc ça a duré un certain temps. Le SECOS a dit qu'il y avait une nécessité thérapeutique, donc c'était vraiment d'un intérêt vital. Et puis au bout de 6 mois, j'ai toujours rien. Je demande à mon géniteur, donc qui s'appelle Patrick. Je dis Patrick, est-ce que tu veux bien contacter le SECOS pour vérifier si l'information a bien été transmise? Donc il demande, et puis le SECOS dit on a fait le nécessaire. Ah, ah bon, première nouvelle. Donc du coup, j'ai contacté un avocat, sans donner mon nom encore une fois, mais au nom de Patrick, et on a envoyé une lettre d'avocat mettant en demeure le SECOS de s'exécuter, ou sinon on allait saisir le tribunal administratif. Et puis 2 semaines après, dis donc, incroyable, le SECOS qui contacte mes parents avec une lettre bien flippante
Nous avons une information sur le donneur, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais. Du coup, j'ai été ensuite contacté par Secos qui m'a informé que le donneur avait une mutation, donc j'ai dit oui, je sais. Et puis ils ont évidemment discuté avec mon frère, hein. Puis on savait pas s'il y avait d'autres personnes conçues avec ce donneur, on savait pas si on avait embêté la terre entière pour rien. Mais comme quoi, l'avocat, ça peut être utile de temps en temps, hein, rien que pour débloquer certaines situations. Ils ont eu, à mon avis, un sacré coup de stress. Et puis, 3-4 mois après, sur Facebook, je suis contacté par une fille que je connais pas, et qui me dit, je crois qu'on a des gènes en commun. Ah, et là, je regarde un peu mieux son profil Facebook. C'est vrai qu'on se ressemblait. Et elle me dit ensuite, merci de m'avoir sauvé la vie. Parce qu'en fait, c'était, donc elle est médecin, donc elle sait de quoi elle parle. Et en fait, elle a reçu l'appel du Secos. Elle s'est fait tester, donc elle a 30 ans. Elle a bien la mutation génétique. Et en plus, elle s'est fait du coup une mammographie et elle avait une tumeur qui a pu être retirée à temps. Et il se trouve que cette mutation, ça permet, si vous voulez éviter d'avoir des cancers en tant que femme, il y a des processus assez lourds qui existent mais efficaces, c'est l'ablation des seins à 30 ans et des ovaires à 40. Et donc ce qu'elle a fait, c'est que c'était en septembre dernier, donc elle a procédé à l'ablation des seins. Donc ça lui permet de limiter grandement les risques de développer un cancer, même si encore une fois toute sa vie en fait, elle devra faire très très attention avec des tests réguliers, comme moi, mais moi c'est quand même moins régulier à partir de 40 ans, mais il faut que je fasse attention quand même, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle subit elle. Du coup, l'axe d'origine c'est important pour les informations médicales, n'est-ce pas? Les tests ADN c'est important, et puis à quelques mois près, si ça se trouve, elle était décédée. Donc voilà. C'est un aspect évidemment. Alors moi c'est un cas d'école, faut pas s'imaginer que c'est ça pour tout le monde, mais ça légitime, je trouve, notre combat quelque part. C'est-à-dire pendant des années, les sécos disaient les donneurs sont tous en bonne santé. De toute façon, vous pouvez savoir les informations médicales essentielles que vous avez sur vous-même, etc. Mais ça, c'est cette mutation, par exemple, vous ne pouvez vous faire tester que si un membre de votre famille l'a, ou si vous avez déjà 2 Ah ouais. cancers avant 30 ans. Vous voyez, en fait, c'est déjà trop tard. L'information familiale est vraiment essentielle pour se faire dépister. Et on fait pas ça au hasard parce que ça coûte 1500 €, donc les sécos ne font pas ce test. Ouais, c'est assez, alors, je veux dire, flippant, oui, parce que du coup, et d'un autre côté, moi ce qui m'a questionné aussi en tant que donneur, c'est que ça apparaisse pas dans mon «dossier médical» entre guillemets, que je sois donneur parce qu'à l'avenir, effectivement, si on me découvre des choses, sur moi, à quel moment je suis en capacité de savoir si c'est quelque chose qui va être, vraiment impactant pour, mes enfants ou pas? Bah, mes enfants et les dons que j'ai faits et c'est vrai que le fait que ça apparaisse dans un dossier médical, qu'on soit donneur ou donneuse en tout cas, ça pourrait être aussi une solution pour, en faire en sorte, de mettre la puce à l'oreille pour des médecins, qui nous diagnostiquent, quelque chose en fait qui est pour que la transmission se fasse, d'une meilleure, façon en tout cas. Parce que, on voit dans ton cas, par exemple, s'il y avait pas eu de test ADN, tu aurais jamais pu avoir cette information, l'information que le diagnostic du donneur en fait, serait jamais remonté, jusqu'aux sécos, quoi. Ah oui, je l'aurais jamais su. Et puis c'est parce qu'il y a encore cette idée qu'on avait développée tout à l'heure, comme quoi le sécos va pas recontacter les donneurs après le don. Parce qu'en réalité, le donneur, à l'instant T où il donne, il est en bonne santé. En général, il va être plutôt jeune, etc. Mais c'est plusieurs années après que les maladies génétiques ont tendance à se déclarer, soit sur lui-même, soit sur la génération d'après, sur ses propres enfants, ce qui est le cas là, parce qu'en fait, mon géniteur, c'est sa fille qui a eu plusieurs cancers, donc elle a 35 ans, et c'est là qu'ils ont repéré qu'il y avait une mutation. Donc, en fait, ça nécessite
quelque chose qui n'existe pas, c'est la possibilité de recontacter les donneurs 10, 20 ans après le don pour qu'ils mettent à jour leurs informations médicales. Et ça, évidemment, ce sera jamais fait parce que ça demande des moyens et que ça remet en cause la philosophie du don. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins de contraintes possibles pour le donneur. Là, pour le moment, en fait, c'est à nous, donneuses, de recontacter le sécos finalement. Il n'y a que cette façon-là. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est en plus une méthode qui est pas très connue. Par exemple, quand j'étais à la commission, c'était au bout de 2 ou 3 réunions, je me suis aperçu que la représentante des donneuses dans la commission ignorait totalement que ça existait et est en train de demander de mettre en place un système pour que les donneurs puissent indiquer qu'ils ont des mutations génétiques. Je dis non, mais en fait ça existe depuis le début. Ah bon? Voilà, il y a même pas d'information des donneurs, donc ils risquent pas de le dire en fait. Et puis du coup, il faut recontacter les sécos, mais avec un avocat, c'est mieux. Du coup. Oui, parce que j'aurais pas pris l'avocat, j'attendrai encore. Et ça a mis 1 an. Alors quand on sait que derrière il y a un cancer qui s'est développé gentiment, 1 an c'est un monde. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Est-ce qu'on a connaissance de d'autres cas un peu comme le tien Ouais. Je sais que alors ça va être au Sécos de Grenoble. C'était Sécos de Grenoble. C'était la mutation BRCA2. Donc c'est la même que la mienne, sauf que c'est plus dangereux pour les hommes, pour le coup. Mais c'est le même principe. En fait, c'est un donneur médecin qui a prévenu le Sécos. Et le Sécos a dit oui, on va prévenir les personnes issues de votre don. Et en fait, ce donneur a été retrouvé 5-6 ans après par une personne conçue par don via un test ADN. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'information n'avait pas été transmise au bout de 5-6 ans. Alors, du coup, le donneur va revoir le Sécos et dit bah si vous m'aviez dit que c'était transmis. Ah bah non, parce que en fait, on vient de vérifier, on a détruit tous les dossiers en 92. Génial. Ah bon? Ah voilà. Et ça, c'est une problématique qu'on repère en ce moment avec la commission, c'est-à-dire que dans la plupart des sécos, ça se passe très bien, les dossiers sont conservés. Par exemple, le plus ancien sécos, donc le Kremlin-Bicêtre, c'est conservé depuis la création, en 73. Et à l'inverse, on a des sécos qui ont tout détruit, qui conservent rien du tout, y compris pour des personnes qui ont été conçues à la fin des années 90, alors qu'il y a une obligation formelle de conservation. Et donc dans ce cas-là, comment ils font ce lien médical? Comment ils transmettent l'information? Bah, ils font Ouais, on pas. voit qu'il y a un vrai nœud et un vrai truc. Donc si vous êtes donneur ou si vous avez envie de donner, ou donneuse, s'il y a des choses qui évoluent chez vous ou dans votre environnement familial, pensez du coup à prévenir. Après on peut espérer qu'avec l'évolution de la loi, les liens soient, de meilleure qualité. En tout cas, pour faire le lien entre donneur et personne issue d'un don ou pas forcément? On C'est mal barré, alors là, on est en train de lutter. Pour un exemple très concret, dans le formulaire que peut remplir, le donneur, donc le formulaire de données non identifiantes, heu, il y a des cases pour, l'état général, du donneur et il doit indiquer, par exemple, de 1 à 10, son niveau psychologique. En gros, c'est comment vous sentez-vous de 1 à 10. C'est ça en fait là aujourd'hui, le niveau, de précision des informations médicales qui sont données éventuellement aux personnes conçues par don. Alors il y a une case à la fin, c'est un texte libre où le donneur peut indiquer ses informations médicales. Et ben il y a des sécos qui censurent. Par exemple, mon géniteur a voulu écrire, dans ce formulaire de données non identifiantes qu'il avait cette mutation génétique au sécos de Rennes. Et ils lui ont dit: «Non, c'est une information médicale, vous avez pas le droit de le mettre». Alors qu'en fait, il a le droit de le mettre. Et donc avec la commission, on s'agace et je vais profiter du fait que, alors quand ce podcast sera diffusé, ce sera déjà passé, mais on voit les sécos donc à leur séminaire annuel le 16 mars. Et donc
on est plusieurs membres de la CAPAD à vouloir en profiter justement pour rappeler que le médecin ne peut pas censurer les formulaires des donneurs. Mais on en est là en fait, c'est-à-dire que alors même que ça leur coûte rien, alors même que ça permet pas d'identifier le donneur, et puis généralement ce sont des informations totalement bénignes, le médecin par réflexe va censurer toutes les informations Ce qui est médicales. un peu dommage au final. Pas tous, mais Et puis, manifestement, oui, il y en a le qui le font. formulaire est pas hyper pour l'avoir rempli, c'est pas Et très, j'ai très encore cassé fluide, l'ambiance. sur les questions. On a l'impression que ça se répète, c'est pas Bah oui. Et vous savez pourquoi? Parce que ce formulaire a été fait par l'agence de biomédecine en 2 jours sans consulter personne. Fin août, donc tout le monde était en vacances et ils se sont plantés de manière monumentale sur quasiment toutes les questions en allant vraiment bien au-delà de ce qu'avait prévu la loi. Par exemple, c'est écrit que les motivations doivent être rédigées par le donneur, par ses soins. Ça, c'est la loi. Donc le donneur rédige ses motivations. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces champions? Ils ont fait des motivations à choix multiples. Voilà. Non, mais Et dans ces motivations à choix multiples, il y a donc c'est en gros pourquoi vous donnez vos gamètes. Il y a ni la vasectomie, il n'y a pas l'autoconservation des ovocytes, il n'y a pas non plus les embryons surnuméraires, donc c'est-à-dire en fait la totalité des cas où on donne les embryons. Donc en fait les principales motivations du don sont même pas dans ce truc-là. Ah oui, non, vraiment, j'ai pas d'autre mot que c'est terrifiant ce que j'apprends là. Ou par exemple, le donneur peut indiquer son métier. Bah ils ont fait un menu déroulant. Bah oui, parce que ce serait beaucoup trop de liberté d'autoriser le donneur à écrire son métier. Qu'est-ce qui se passe? Les anciens donneurs qui sont contactés pour remplir le formulaire, ils sont retraités pour la plupart. Du coup, il y a que 7 types de retraités. 7. Moi, autant te dire que écologue, j'avais pas dans la liste. Apiculteur, donc mon géniteur, il n'y a pas. C'est agriculteur retraité, un truc comme ça. Dans les motivations, ce qui est très étonnant, c'est que moi, j'ai rempli ça avec le biologiste. Donc, il te fait remplir 40 000 papiers les uns derrière les autres, où tu écris 15 fois ton nom. Tu as envie de leur dire, mutualiser, quoi. Je change pas de nom à chaque feuille. Et à la fin, tu as une feuille que tu retournes où tu dois écrire tes motivations. Et on t'a pas du tout dit, vous pouvez y réfléchir en amont, tu vois. Et du coup, tu te retrouves à écrire une pauvre phrase qui ne doit pas être, qui doit être anonyme quand même. Donc, tu peux pas donner grand-chose comme information. Et du coup, je suis ressortie de là, moi, en me disant, merde, tu vois, j'aurais voulu écrire quelque chose de sympa. Et en fait, j'ai même pas pu, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le donneur a rempli ce passage, ce qu'on peut appeler une lettre, hein, parce que ça représente une page à peu près. Lorsque le donneur a rempli ça, le médecin, s'il considère qu'il y a une information identifiante, à la fois qui permet d'identifier le donneur ou une autre personne, il doit transmettre en fait à la commission. Et nous, on doit dire si ça passe ou pas. Ce qui fait que nous, on reçoit les lettres. Et en fait, on a reçu que 4 lettres où c'est bien préparé et tout, et c'est développé. Ils indiquent le lieu où ils ont grandi, les métiers exercés, toute leur vie. Ils disent, ils donnent leurs informations médicales, s'il y en a. Ils disent qu'ils sont prêts à établir un contact dans 20 ans si la personne est d'accord. Ils font des blagues. Il y en a même un qui a recommandé une série en espérant que Netflix marche encore dans 20 ans. Donc oui, il y a des trucs très drôles. Et le truc, c'est qu'on n'enlève rien. La question de savoir qu'est-ce que les donneurs peuvent mettre, ils peuvent tout mettre. On ne censure que dalle. Le seul truc qu'on a censuré, c'est qu'une fois, le donneur, il a signé avec son prénom. Et donc, on a enlevé le prénom. C'est tout. Et le truc, c'est que nous, on fait ça, donc c'est la liberté du donneur totale. Il écrit ce qu'il veut, avec la forme qu'il veut. On corrige même pas une lettre, pas une virgule. Et à côté de ça, il y a un médecin dans la CAPAD qui, par ailleurs, est très sympathique, c'est pas le problème, qui disait, ah bah nous, par exemple, on a censuré une lettre parce qu'en fait, on trouvait que c'était très mal formulé, c'était un peu vulgaire, donc on a enlevé la vulgarité. On s'est dit, si une personne conçue pardon voit ça dans 20 ans, ça va choquer. C'était genre, ouais, j'ai envoyé la sauce pour toi, etc. Oui, mais en fait,
dans la loi, c'est écrit que c'est rédigé par ses soins. Il n'y a pas de possibilité de censurer, d'estimer que ça c'est une motivation, ça n'est pas, ça c'est bien dit, ça c'est mal dit, parce que si on commence à censurer ça, ça ressemble plus à rien. Ce qui est intéressant, c'est l'humain, c'est qu'on voit la personne. Donc moi, ce que je peux conseiller à ceux qui veulent donner, c'est entraînez-vous, écrivez la lettre. Le parcours est long, surtout pour les femmes. Donc soyez au courant qu'il y a ça à la fin et mettez un maximum d'informations. Ouais, ça c'est vraiment dommage, hein, parce en plus, si tu veux, moi, ce qui m'a le plus perturbée, c'est que je n'avais pas l'information que ça serait pour les personnes potentiellement issues de mon don. Alors j'ai une information qui va te faire plaisir, qui est pas connue parce qu'encore une fois, on le dit pas. Je peux rattraper le coup, Oui, tu vas me dire. tu as la possibilité de contacter l'agence de biomédecine afin de consulter ce formulaire et de le modifier. Et tu peux le consulter et le modifier comme tu le souhaites à tout moment. Et la subtilité, c'est que 1, personne le dit. 2, l'agence de biomédecine ne va pas te répondre. Ah merde. Et Ah, c'est dommage, ça partait pour pour remonter le moral des troupes, moi, tu vois. Mais... je mens pas, hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Et le fait est que, en fait, on se réunit tous les mois à la commission et on les a invités cordialement fin mars afin qu'on discute cordialement de ce genre de dysfonctionnement. Ça serait pas mal de répondre aux donneurs en fait. Donc voilà. Mais en gros, ça se met en place doucement, mais on tend vers ça, donc pas d'inquiétude. Tu peux faire une belle lettre. Tu pourrais le faire. Tant que tu signes pas avec ton prénom, ça passe. Ok. Mais écoute, je la préparerai et puis quand on aura la possibilité de le faire, ouais, avec plaisir. Parce que du coup, c'est un peu frustrant. Ah C'est oui. le seul. Enfin, ouais, c'est la seule explication que tu peux donner. Et, Mais même au-delà d'expliquer le don, oui, je dis au-delà d'expliquer la motivation du don, ça permet d'indiquer à la personne conçue par don, qui on est, quoi, en fait. Sa personnalité, qu'est-ce que, si t'as envie de marquer que t'aimes, je sais pas, Beyoncé, des trucs tellement bateau, mais ou n'importe quoi d'autre, ça, c'est intéressant, en fait, parce que, en réalité, des personnes conçues par don, elles cherchent juste à humaniser le don. Donc découvrir une lettre écrite par quelqu'un d'humain, c'est très précieux. Parce qu'on sait jamais, alors je touche du bois, on sait jamais ce qui va se passer dans les 20, 30, 40, 50 années qui viennent. Peut-être que les donneurs seront plus là. Et ça, ce sera peut-être la seule trace d'humanité adressée à la personne conçue par. Donc il faut vraiment penser ça comme une boîte noire, en fait. Ouais, et puis en plus, enfin, tu vois, je sais pas, moi, je m'imagine dans la peau de la personne conçue par don et ça doit être hyper frustrant de te dire, en fait, il a juste mis ou elle a juste mis une phrase. RAS. Ça donne pas envie finalement d'aller. Ouais, ça donne pas envie d'aller contacter la personne, tu vois, et c'est dommage. Ouais, après, j'espère que. Si t'en éprouves le besoin et que tu te dis, ah bah merde, en fait, bon, elle a fait ça comme si elle. Ouais, non, c'est pas cool. J'espère que ça va évoluer et surtout, ça pose problème lorsque le donneur est décédé entre-temps. Parce que si jamais on fait la demande, comme l'identité est révélée, c'est possible de contacter, et même si la lettre est toute pourrie, voilà, il y a possibilité, éventuellement, si les personnes sont d'accord, d'échanger. Donc en soi, la lettre, c'est pas, si elle est mauvaise, c'est pas un problème. Par contre, si le donneur est décédé depuis, ou si il a changé d'avis et il veut pas du tout discuter, mais ne serait-ce qu'échanger 3 mails, dans ce cas-là, c'est vraiment dommage. Et alors, moi, ça me permet de rebondir un petit peu sur, on a évoqué sur potentiellement qu'est-ce que pouvait chercher du coup une personne issue d'un don en reprenant contact du coup avec, un donneur ou une donneuse. Est-ce qu'on peut faire le tour un peu des raisons qu'on retrouve, rien qu'à l'intérieur, de l'association par exemple, heu, des raisons que ces personnes-là ont d'aller chercher, soit le contact, soit certaines informations, Déjà, il y a un phénomène, c'est que psychologique, on va dire, c'est que on a envie de chercher parce qu'on nous l'interdit. Voilà, donc il y a l'aspect transgressif et c'est dur de savoir quel effet ça va faire
C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est autorisé maintenant, bah, c'est un peu moins palpitant, donc il y aura peut-être certaines personnes qui vont plus chercher parce que c'est autorisé. Ouais. Dire moi, par exemple, c'est peut-être mon cas. Clairement, le fait que ce soit interdit, qu'on me dise tu sauras jamais, c'était la motivation principale pour chercher. Donc le côté rebelle, comme je dis. Mais au-delà de ça, alors je plaisante un petit peu quand même, mais je pense que ça joue psychologiquement quand même. Si on regarde parce qu'il y a une thèse, je conseille d'ailleurs, une magnifique thèse d'Anaïs Martin qui a été publiée à l'été dernier, donc c'est tout frais, et qui compare en fait les motivations des personnes conçues, et c'est de l'anthropologie comparée Angleterre-France. Donc Anaïs Martin, sa thèse est facilement trouvable partout. Et en fait, elle indique très clairement que la principale information que les personnes conçues recherchent, notamment quand ils font un test ADN, c'est des demi-frères et sœurs biologiques, les fameux demi, personnes conçues avec le même donneur. Et ça, c'est typiquement une des choses qui est écartée en France pour l'instant de l'accès aux origines, alors même que dans d'autres pays ou à l'échelle européenne, ça fait partie intégrante de l'accès aux origines. L'identité du donneur, c'est pas le premier truc qui vient. Ensuite, si on descend dans l'ordre d'importance, il y a les informations médicales. Donc, à la fois informations médicales, c'est-à-dire les antécédents médicaux du donneur, et les antécédents familiaux, c'est-à-dire les cancers, diabète dans la famille, etc. Ensuite, il y a la photo du donneur. Est-ce que le donneur ressemble ou pas? Ensuite, il y a l'identité du donneur. Et ça arrive vraiment à ce niveau-là, hein, je crois. D'après les études, c'est vraiment ça. Et puis dans les discussions qu'on a dans l'association, j'ai vraiment l'impression que ça va plus vers ça, évidemment. Certains veulent plus une chose que d'autres. Et ensuite... Après, l'identité, des fois, c'est la clé aussi pour arriver à toutes ces Ouais, c'est informations-là, ça. quoi. Et puis ensuite, tout au fond, dans ce qu'on cherche, il y a les informations non identifiantes, c'est-à-dire, par exemple, combien pèse mon donneur? C'est vrai que ça, c'est un truc, hein? Ou est-ce que il a des cheveux? Voilà, c'est des trucs qui... Il a une calvitie ou pas? Est-ce que je vais être soumis En à réalité, ça? voilà, il y a ça peut être drôle 5 minutes, mais on va pas passer un temps fou à chercher. La photo répond à ce genre de choses, mais par exemple, rien que le métier du donneur, c'est pas quelque chose forcément. On est beaucoup qualifié par un métier, mais l'humain, c'est autre chose que ça. Et tout ça, finalement, ça se résume par une chose, c'est humaniser le don. En réalité, le principe du don actuellement, parce on n'est pas forcément rentré dans cette nouvelle PMA, mais le principe du don actuellement, c'est vraiment l'idée que c'est un matériel génétique interchangeable et avec une fiction très forte comme quoi l'enfant serait issu du couple. Avec la présomption de paternité, par exemple, l'acte de naissance qui mentionne pas du tout la PMA. Enfin, c'est vraiment une oblitération totale de l'identité de la personne. Et donc, ça permet de rétablir la vérité. Et je pense que l'accès aux origines, c'est avant tout une quête de vérité. Quel que soit finalement ce qu'on va trouver, au moins on aura trouvé la vérité, la transparence. Eh bien, je pense que on est vraiment, on arrive un peu au bout de ce sujet-là. Encore, on pourrait en parler énormément, mais je pense qu'on on a déjà bien essayé de tirer un peu le sujet dans tous les sens. Pour les personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin, est-ce que vous avez des recommandations de sites, de comptes sur les réseaux sociaux, de vidéos, de livres, de thèses, je sais pas, pour que les gens puissent aller gratter un peu plus? Ouais, déjà la thèse d'Anaïs Martin que j'ai mentionnée, qui est accessible en ligne très facilement. L'intégralité des ouvrages d'Irène Théry, donc sociologue bien connu, qui a écrit récemment un livre sur MeToo, donc c'est MeToo, la nouvelle civilité sexuelle, qui a fait pas mal de bruit. Mais elle a écrit également pas mal sur le genre et puis les personnes conçues, et elle fait partie de la commission donc à mes côtés, donc elle est vraiment très bien informée. Sinon, il y a l'association PM Forcément. Anonyme.
avec un site qui est quand même pas mal Le fourni. site, Non, mais ouais. c'est vrai que le site est pas mal fourni parce qu'il y a, notamment sur l'aspect juridique, il y a pas mal de droits comparés, il y a une réserve d'articles, etc. Donc il y a de quoi faire pour s'informer. Et puis ce podcast. Non, pour aller plus loin, je vois pas sinon par ça. Bah après, il y a toujours plein de choses, mais ça, je pense, ce sont les éléments principaux pour s'informer. C'est déjà une bonne base. Moi, j'avais vu la vidéo de Swan Périssé, du coup, où elle parle de son don d'ovocytes. Et en fait, elle a vraiment tout documenté. Elle l'a fait en collaboration avec... L'agence de biomédecine, ouais. Yes, merci beaucoup. Et du coup, en fait, je l'avais trouvé hyper clair. Elle donne beaucoup ses ressentis et tout, et c'était vraiment une vidéo qui était sympa. Et puis la vidéo FAQ aussi, où elle répond à toutes les questions, était très cool. Et puis alors moi, juste pour rajouter, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, je vous conseille un compte Instagram qui s'appelle La Pièce de Puzzle, qui compile des témoignages de personnes issues de dons, et c'est plutôt bien fait, et ça permet voilà, d'avoir d'autres avis et d'autres visions. Ah oui, j'ai oublié de dire le principal. L'association a publié un livre qui s'appelle Je suis l'une d'entre elles. Et donc c'est un livre qui recueille en fait des témoignages de plusieurs dizaines de personnes conçues par don, aussi des donneurs et des receveurs. Donc il date de 2019, donc c'était avant qu'on découvre plein de choses avec les tests ADN. Mais ce qui est bien, c'est que c'est très divers, avec des personnes qui vivent très bien leur mode de conception, d'autres qui le vivent très mal, des personnes qui l'ont appris tôt, d'autres qui l'ont appris tard, avec des recherches différentes. Et où je dis à l'intérieur, sans savoir que j'ai la mutation de BRCA1, que les informations médicales, c'est quand même vachement important. Donc, c'était un peu frais mon histoire. En tout cas, très bon livre de chevet. En toute objectivité. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. C'était hyper intéressant et très émouvant, je trouve. C'est super sympa d'en apprendre plus sur le sujet. Moi, je connaissais pas beaucoup, donc j'ai appris plein de trucs. Et j'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aussi ont appris plein de trucs. Et donc, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à le partager sur les réseaux, ou à le faire écouter à ton entourage aussi. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.